Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Midi 1 TV, Midi 1 TV Afrique. On est ensemble pour 2 heures d'infos. Au sommaire, l'invité culturel, Juan Galvan Guijo, directeur de l'Institut Cervantes. Il revient ce soir avec Hanan Harrat sur la semaine du film espagnol qui se tiendra du 11 au 15 décembre à Rabat et Casablanca. Dans le dossier du jour, Mustafa Iznasni, conseiller auprès du président du Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH organise ce samedi une cérémonie d'hommage à Abdelaziz Bennani, l'occasion de revenir sur le parcours de cette figure des droits de l'homme au Maroc à 19h45 donc avec Hanan Harrat. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Au Proche-Orient, la colère ne faiblit pas après la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Aujourd'hui, les forces israéliennes ont violemment réprimé des manifestations. Les heurts ont fait au moins un mort palestinien et plusieurs centaines de blessés. Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba appelle à des réformes profondes au sein du Parti démocratique gabonais, le parti présidentiel. Le PDG organise son 11e congrès ordinaire à Libreville sous le signe du changement. Les développements à suivre. Et puis ce vendredi, c'est la journée spéciale Sénégal sur Midi 1 TV Afrique. Midi 1 TV Afrique a lancé une caravane pour faire découvrir les potentiels d'émergence économique dans le continent. La caravane est intitulée « La voie du co-développement ». Nous serons en direct de Dakar dans quelques minutes. En ouvrant ce journal dans la métropole marocaine à Casablanca, le roi Mohamed VI a inauguré aujourd'hui le complexe administratif et culturel relevant du ministère des Habous et des Affaires islamiques, un projet d'un investissement global de 166 millions de dirhams. Il est réalisé en application des hautes directives royales relatives à l'édification de complexes intégrés dans l'ensemble des préfectures et provinces du royaume. À travers ce projet érigé sur un terrain de 7850 mètres carrés, les Habous pourront recouvrer le rôle de premier plan qu'ils jouaient au service des bibliothèques scientifiques dans la diffusion de la culture islamique et aussi dans la préservation du patrimoine musulman. Ce nouvel édifice sera un espace privilégié pour l'organisation de manifestations culturelles et cultuelles pour favoriser le rayonnement de la ville de Casablanca. Au Proche-Orient à présent, ils crient encore leur colère. Des manifestants palestiniens sont descendus dans la rue pour dénoncer la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les forces israéliennes ont violemment réprimé les manifestations. Les heurts ont fait au moins un mort palestinien et plusieurs centaines de blessés. Anissa Hara. C'est plus que de la colère. Vendredi, jour de prière hebdomadaire, mais aussi jour de protestation dans les territoires palestiniens. À Gaza, les protestations alternent entre marches calmes et violences extrêmes. Les États-Unis, comme principal acteur des négociations pour la paix, ont totalement perdu notre confiance. Nous sommes là pour dire que ni Donald Trump ni personne ne pourra changer l'histoire de cette terre. Al-Quds appartient à la Palestine. Les Palestiniens vivent ici depuis toujours. Et ce sera toujours la capitale palestinienne. Les manifestations se multiplient mais ne s'essoufflent pas après l'appel du Hamas à une nouvelle intifada. Ces marches ne s'arrêteront pas tant que Jérusalem n'est pas libérée. Si Dieu le veut, ces manifestations se feront sur tous les territoires de la Palestine. Même ambiance tendue à Al-Quds et Beit el-Hem où des heurts ont éclaté. Les forces israéliennes ont répliqué par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène au jet de pierres de dizaines de jeunes Palestiniens, le visage dissimulé par un foulard pour nombre d'entre eux. Dans ce territoire palestinien occupé depuis 50 ans et où l'armée israélienne a mobilisé plusieurs bataillons supplémentaires, le Croissant Rouge a indiqué avoir traité 22 personnes blessées par des projectiles en caoutchouc et pour l'une d'entre elles, à balles réelles. Israël a déployé des centaines de policiers supplémentaires dans et autour de la ville de Jérusalem, où se trouve l'esplanade des mosquées, également vénérée par les Juifs. En direct depuis Jérusalem, en joint par téléphone, notre correspondante Valérie Ferron. Bonsoir Valérie. Bonsoir Hanan et bonsoir à tous. D'abord, comment la situation peut-elle évoluer dans les heures qui viennent La crainte d'une escalade de violence est-elle toujours présente dans la région ?
Oui, bien entendu, parce que la situation est plus tendue que jamais. Mais en ce qui concerne les Palestiniens en eux-mêmes, il faut voir qui était dans la rue aujourd'hui. C'était des familles, des femmes, des enfants. Bien sûr, vous avez eu des jeunes qui, eux, sont allés au point de contact avec l'armée israélienne, puisque ce sont eux, comme l'expliquent très bien les Palestiniens, c'est toujours la jeune génération qui, elle, peut courir et qui est donc dans la confrontation avec l'armée, mais c'est toute la société qui était dans la rue. Néanmoins, donc le degré de violence en lui-même ne vient pas de la part de Palestiniens, puisque eux sont là, non pas pour de la violence, mais pour dire au monde entier que quelles que soient les décisions de la superpuissance américaine et quelle que soit la violence utilisée contre eux par l'armée israélienne, ils ne céderont pas et ils continueront à réclamer leurs droits. Et donc ce soir, il est clair que tout le monde a à l'esprit la première intifada qui a débuté il y a 30 ans jour pour jour. Et si la situation peut en effet dégénérer, ce sera principalement, pas uniquement, mais principalement en raison notamment du comportement des soldats israéliens, mais aussi des colons israéliens, et aussi des ordres que ces soldats pourraient recevoir de leur chef et du gouvernement israélien. Valérie, dimanche doit avoir lieu le transfert du pouvoir du Hamas au Fatah dans la bande de Gaza. La tardive et récente réconciliation palestinienne n'a-t-elle pas contribué à affaiblir le pouvoir palestinien en laissant la voie libre aux positions israéliennes ? Alors, affaiblir plus, aux yeux des Palestiniens, très certainement pas. De toute façon, si on parle par rapport aux Israéliens, qu'il y ait réconciliation ou pas ne change rien, absolument rien. Tant que la direction palestinienne était divisée, les gouvernements israéliens successifs en ont profité pendant 10 ans pour aller dire au monde, oui, on veut bien faire la paix, mais avec qui? Avec le président Abbas ou avec le Hamas? Le fait même pour eux que le Hamas soit au contrôle de la bande de Gaza voulait dire que le président Abbas ne représentait plus le peuple palestinien. Avec la réconciliation, c'est l'inverse qui se passe. Tout à coup, ce n'est plus seulement le Hamas qui est défini comme groupe terroriste, mais toute la direction palestinienne, y compris le président Abbas, qui était très attaqué dans les médias israéliens depuis longtemps. L'important, c'est que pour les Palestiniens, cette réconciliation, elle est essentielle, et notamment dans des moments comme celui-là. S'il est clair donc qu'elle se fait en ce moment de facto autour de Jérusalem, l'affaiblissement peut encore être là pour une autre raison, c'est que la situation actuelle peut relancer les rivalités entre le Hamas et le Fatah, le parti présidentiel, mais vraiment ce serait une erreur, je pense, pour la direction palestinienne et pour le Hamas de jouer à nouveau leur bras de fer et à celui qui va se montrer comme le chef de ce qui se passe en ce moment sur le terrain, car les Palestiniens ne les pardonneraient très certainement pas cette fois. Et reste en revanche une question aussi pratique très très importante dans cette réconciliation, c'est d'améliorer les conditions de vie de 2 millions d'habitants dans la bande de Gaza qui, eux, sont vraiment au bord du gouffre. Merci beaucoup Valérie Ferrand pour toutes ces informations. Et pour débattre de la décision controversée du président américain au sujet de Jérusalem, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui en urgence. 8 pays sur les 15 qui forment le Conseil ont demandé la réunion. 4 pays européens, Suède, France, Italie et Royaume-Uni, 2 Sud-Américains, Bolivie et Uruguay, et 2 Africains, Égypte et Sénégal. Les États-Unis restent engagés, je cite, dans le processus de paix au Proche-Orient après la décision du président Trump. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui au Conseil de sécurité l'ambassadrice américaine Nikki Haley, rejetant, je cite, les serments et les leçons. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui rappelé sa position mercredi. Le statut d'Al-Quds ne peut être résolu que par une négociation directe entre Palestiniens et Israéliens. En Soudan du Sud, à présent, des affrontements entre clans rivaux ont fait plus de 60 morts et des dizaines d'autres blessés depuis mercredi. Ces clans s'opposent pour la possession de bétail dans le centre du pays. Selon des responsables locaux, 2 députés ont adressé une lettre au président Salva Kiir. Ils lui demandent de déployer l'armée dans la région pour faire cesser les combats. Notez que les communautés pastorales au Soudan du Sud mènent régulièrement des attaques pour voler du bétail et se livrer au pillage.
La situation sécuritaire est toujours incertaine cette fois-ci en République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont subi la pire attaque de leur histoire récente dans le pays. 14 casques bleus de l'ONU ont été tués dans une attaque justement dans l'est de la RDC. Une quarantaine d'autres blessés. Selon des responsables onusiens, l'attaque visant la mission de maintien de la paix MONUSCO s'est déroulée hier soir dans la province du Nord Kivu, frontalière de l'Ouganda et du Rwanda. Au Togo, toutes les conditions sont réunies pour entamer le dialogue relatif aux réformes constitutionnelles au cœur de la crise politique actuelle dans le pays. 4 ministres ont présenté hier la déclaration lors d'une conférence de presse. Le gouvernement a d'abord rappelé les répercussions néfastes sur la paix et la stabilité des manifestations de l'opposition. L'exécutif rappelle lui avoir adopté le 5 septembre un projet de révision constitutionnelle. Et au Gabon, maintenant, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba appelle à des réformes profondes au sein du Parti démocratique gabonais, le parti présidentiel. Le PDG organise son 11e congrès ordinaire à Libreville sous le signe du changement. Ismaël Obiangze pour les précisions. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir à Libreville a un demi-siècle de vie. C'est le temps de la maturité. Il lui faut se renouveler et se réinventer tant dans la forme que dans le fond. Ali Bongo Ondimba, qui en est le premier des militants, souhaite au parti présidentiel plus d'engagement dans l'action pour plus de résultats au service de l'intérêt général. Le parti doit donc se remettre à produire des idées en phase avec la société, en phase avec les aspirations profondes de la population. Le 11e congrès ordinaire avancé du PDG a battu le rappel des troupes. 1900 délégués sont à l'école des nouvelles orientations du secrétariat général. Ils sont surtout à l'école de la démocratie après une série de conseils provinciaux chahutés par des questions d'indiscipline. Comment prétendre refléter les aspirations de nos populations si la base de notre parti, comme son sommet, ne sont pas à l'image de cette population? Il faut revoir nos modes de fonctionnement, de prise de décision. En clair, plus de démocratie est nécessaire. Aux appels à la dissolution du PDG, le président Ali Bongo Ondimba apporte une réponse claire. Les institutions valent ce que valent les hommes qui les animent. La solution pour lui est dans la revitalisation et la régénération du parti. Midi 1 TV Afrique a lancé une caravane pour faire découvrir les potentiels d'émergence économique dans le continent. La caravane est intitulée « La voie du co-développement ». Interview, débat, décryptage, reportage et documentaire. Une occasion de découvrir la richesse du potentiel humain et des opportunités d'investissement, des grands chantiers, des infrastructures touristiques et de la culture du pays d'escale. Aujourd'hui, c'est la journée Sénégal. Le Sénégal, justement, c'est un pays qui multiplie les actions sociales. Des cartes d'égalité de chance sont disponibles. Vous allez le voir dans ce reportage de Pape Cheikh Diouf. Bienvenue en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, un pays qui, au prix de plusieurs réformes de sa politique sociale, parvient peu à peu à impacter positivement le quotidien de ses populations vulnérables et un revenu très faible. Maison pour nous inscrire avant de nous demander de passer à la préfecture. Une fois sur place, l'administration a procédé à une enquête pour savoir comment je vivais à la maison. Un peu plus tard dans la journée, nous nous rendons dans un autre quartier de la banlieue. C'est dans cette maison que vit le Via Sendour. À l'âge de 7 ans, il est victime d'un accident. C'était en 1964. Il sera amputé de la jambe droite la même année. Aujourd'hui, le vieux Nour peut brandir avec fierté sa carte d'égalité des chances. Un système de protection sociale dédié aux personnes en situation de handicap. Elle permet d'améliorer leurs conditions de vie. Regardez, c'est ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances. Seules les personnes en situation de handicap en bénéficient. Avec cette carte, je bénéficie également de la couverture maladie universelle.
Des réformes qui constituent une lueur d'espoir pour les familles vivant en dessous du seuil de pauvreté. Zoom à présent sur la coopération sénégalo-marocaine sur le plan sanitaire. Récemment, une unité de dépistage des cancers financée par la Fondation Lalla Salma en partenariat avec la Fondation Servir le Sénégal a été inaugurée. Cette coopération a également permis à des étudiants sénégalais de suivre une formation en radiothérapie au Maroc. Un reportage de Pape Chir Diouf et Al-Bachir Yaya Bodjan. Nous sommes donc au Sénégal. Ça va donc, voilà, nous clôturons la journée. Le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations dans différents secteurs. Des relations qui sont encore visibles dans le domaine sanitaire. Qui a fait sa première étape. Nous avons reçu un appui conséquent. Cet appui nous a été apporté par la Fondation Servir le Sénégal qui est en partenariat avec la Fondation Lalla Salma. Nous sommes au Maroc, plus précisément à l'université Hassan II de Fès. En attendant le démarrage du service de radiothérapie en janvier 2018 à Dakar, des étudiants sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont venus compléter leur formation grâce à un partenariat entre ces deux pays frères. Oui, on a commencé notre formation à Dakar. Donc nous sommes la première promotion de résidents de radiothérapie à Dakar. Et comme les mois passés, il y a eu des problèmes de radiothérapie au Sénégal, puisqu'on avait un seul service de radiothérapie qui faisait du cobalt. C'était une vieille machine qui est tombée en panne, donc il y a eu des problèmes. Depuis presque 8 mois, nous amenons nos malades sur Casablanca pour faire de la radiothérapie. Aujourd'hui, ces stagiaires sont plus que jamais prêts à exercer au Sénégal, notamment avec le service de radiothérapie dont le démarrage est prévu en janvier 2018. Ce stage, des mois de partage, d'échanges, des moments qui auront, à travers ce partenariat, permis de montrer les liens solidaires existants entre le Sénégal et le Maroc. Au Royaume-Uni, quelle est la facture du Brexit? Eh bien, un porte-parole de Downing Street a estimé le montant du divorce entre Londres et l'Union européenne entre 40 et 45 milliards d'euros. Dans la matinée, les dirigeants de chacun ont annoncé la conclusion d'un accord de principe sur les 3 dossiers prioritaires de leur séparation, sans toutefois annoncer de chiffres. Le texte doit encore avoir l'aval du Conseil et du Parlement européen. Il pourrait être la base de l'accord de retrait final programmé fin mars 2019, selon le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Dans un instant avec Oumaï Masbila. Je vous retrouve à 18h30.